Bienvenue tout le monde. Vous avez passé de bonnes vacances? Horrible en ce qui me concerne. Et c'est en ça que la rentrée tombe à point nommé. Car il est possible que je la fasse notamment en tant qu'enseignant. Plus de détails en fin de vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu? Eh bien on a la réponse à une question que j'ai entendue, réentendue, et dont je ne me lasserai pourtant jamais, qui m'a été posée par toutes les personnes avec lesquelles je me suis entretenu pour avoir un travail, à savoir, qu'est-ce qui fait que, selon moi, je suis un bon technicien? Eh bien, découvrons-le juste après la transition. Alors, répondons donc à cette question qui m'est fréquemment posée, presque systématiquement en fait. Qu'est-ce qui fait que je suis un bon technicien? Plusieurs éléments. Et en fait, tellement d'éléments que j'ai choisi d'exposer ça à travers différents courts chapitres que je vais enchaîner, ce qui sera plus commode à assimiler. Ici, je vais commencer par un appel aux archives personnelles, suivi de la présentation d'un premier problème affronté, puis d'un second, avec leur résolution par la suite, et enfin une conclusion sur ce qui, selon moi, fait que je suis un bon technicien. Nous passons aux appels aux archives personnelles, juste après cette transition. Nous passons donc aux appels à archives personnelles. Car vous le savez, je suis modéliste et il est important pour moi d'avoir des visuels, d'avoir des images, des photos, au mieux des vidéos de ce que je suis en train de reproduire, ou que j'essaye en tout cas de reproduire à l'identique. Et parmi les machines que j'essaie de reproduire, nous trouvons celle-ci. Alors cette machine est une Putzmeister PEMI 2867Q avec une flèche UR. J'ai, par le biais de Putzmeister France, réussi à avoir ce document en français, et je les remercie à nouveau. Donc, comme vous le voyez, c'est une flèche en 3 éléments avec un élément de 10,30 m qui passe au-dessus de la cabine. C'est ce qui rend cette machine plus intéressante. Alors, j'ai beau avoir un plan en dessous, je n'ai absolument aucune image. Et c'est bien dommage. Donc, si vous avez des photos de cette machine, voire mieux des vidéos de cette machine en action, vous connaissez l'adresse YouTube pour les images, pour les vidéos. Autrement, vous les déposez sur un drive et vous me dédiez l'accès, ce que vous pouvez faire. Autrement, vous avez un lien dans la description vers l'adresse clément.clarisse.pro plus pemi@gmail.com. Alors, on parle de Putzmeister, on va y rester. Car non seulement il y a ça, mais il y a aussi ceci, qui est l'ancienne version de Putzmeister. Je peux rouvrir le document pour que vous puissiez comparer. Vous voyez que si je reviens sur mon image, la police de caractère n'est pas du tout la même. Donc si vous avez une image, ou même mieux, un fichier vectoriel avec cette version de Putzmeister en haute qualité, ou même en qualité moyenne, en tout cas suffisante pour que je puisse la reprendre notamment sur Inkscape, idem, vous l'envoyez au plus PEMI. Alors, dernier appel, ce coup-ci, c'est moi qui peux vous offrir un service. J'ai parmi les fichiers que j'ai eu, ça doit être celui-ci, voilà. J'ai cherché cette police de caractère et je l'ai dans mes fichiers. Donc si vous cherchez à reproduire des lettrages pour des MAN F2000 et FE360, je l'ai.
n'hésitez pas à me la demander. Je vous donnerai le nom, voir le fichier. Vous verrez, c'est simple comme bonjour. Le chapitre des appels étant terminé, je vous propose de me rejoindre pour le premier problème résolu, juste après la transition. A tout de suite. Alors, quel est le premier problème que j'ai résolu? Comme vous le savez, en plus d'être candidat à l'expatriation et d'être en recherche d'emploi, je suis également modéliste. Chaque fois que j'en ai le temps, parce que bien entendu, je contribue également aux tâches de mon foyer. Logique. Et parmi les diverses tâches que je me suis données en tant que modéliste, il y a notamment la recherche de 7 polices de caractère, ces lettrages qui sont ici. Donc ça c'est un Mercedes-Benz Zetros, et ça c'est le lettrage qu'il y a sur sa portière, juste ici. Donc vous voyez que si on compare, on a exactement les mêmes. On pourrait dire non, c'est pas vraiment tout à fait ça, mais c'est juste parce que vous devez bien vous apercevoir qu'ici notre cabine est en perspective, elle n'est pas de face. Donc il y a une déformation liée à cette orientation de l'image. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve ici, mais aussi qu'on retrouve ici, parmi ces lettrages là. Donc ça, si vous vous demandez, parmi vous, parce que je sais qu'il y a également des personnes un peu plus jeunes que moi, c'est un Mercedes-Benz SKN, a priori, c'est-à-dire les prémices des Actros qu'on a connus. Et c'est a priori une des raisons pour lesquelles les lettrages se ressemblent, c'est-à-dire que ça, le SKN a été produit de 1994 à 1997. 1997 était l'année où l'Actros l'a remplacé. Donc à ce jour, l'Actros a connu après plusieurs restylages appelés MP. Et comme ça, c'est la première génération d'Actros, c'est les MP1 du coup. Là actuellement, si vous regardez, on est à MP5, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est pour ça que, vous voyez par exemple au niveau du 3, du 2, on a une ressemblance, mais qui est limite plus que frappante. Donc voilà. Hop. Je remercie Brenda pour m'avoir laissé des poils sous le nez qui me chatouillent. Alors cette police, chaque fois que j'ai eu le temps, du coup, je l'ai cherchée avec des sites comme par exemple Matcherator ou Font Squirrel. Je vous mets les liens dans la description, ce sera plus simple que de les prononcer avec du yaourt. Donc pendant presque 2 ans, on ne s'en défait jamais de ces poils. Pendant 2 ans, j'ai cherché cette police chaque fois que j'avais un petit temps pour le faire. Jusqu'au jour où j'ai fini par trouver quelque chose de satisfaisant. Donc, fidèle, relativement, mais pas exactement. Et cette police répond au doux nom de Argo Nova. Donc là, en l'occurrence, c'est Argo Nova Bold Italique. J'attire votre attention sur le fait que la police est en 36 points. C'est important parce que vous allez voir pourquoi. Donc là, imaginons, je reprends le chiffre que j'ai, c'est-à-dire 3643, qui est censé se taper. Voilà. 3643. Donc là, je repasse en curseur pour pouvoir l'agrandir. La flèche en diagonale, la touche contrôle sur le clavier, qui me permet de garder la proportion. Parce que si je ne maintiens pas cette touche, en fait, bah, je peux déformer dans tous les sens. Et c'est pas ouf. Donc un petit CTRL Z pour revenir, voilà. Donc mon 3 il est pas très fidèle finalement. Alors comment remédier à ça? On va le refaire. Et ce coup-ci, au lieu de taper un 3, je vais taper un 8. Vous allez comprendre pourquoi. Voici. Hop, je vais agrandir. Donc là, vous voyez que je suis à 54,5.
C'est-à-dire que à la moitié, je vais donc être à 27,26. Ici en l'occurrence. Donc 27,26. Voilà. Maintenant, je vais zoomer sur mon travail. Si je reprends mon lettrage avec lequel je vais comparer, on y est, fondamentalement. Pour un élément qui pourrait être produit au 1/16e, c'est-à-dire échelle des gros jouets brodeurs, donc qui va faire en gros 8 mm de haut par 3 cm de large grand maximum, c'est largement suffisamment fidèle. Est-ce que vous commencez maintenant à voir pourquoi j'utilise les chiffres 8 pour faire les chiffres 3? Si oui, vous êtes perspicace, sinon, je vais vous montrer pourquoi. Je reviens donc ici, je vais produire un carré que je vais par la suite reprendre mon curseur, déplacer. Voici. Et c'est bien, il est resté en blanc. Et voilà comment je transforme un 8 en 3. Pas mal, hein? Alors, vous pourrez toujours m'objecter, oui, mais la barre de ton 3 elle est trop courte, en plus la fin elle est biaisée et non pas droite. Détail. Je peux y remédier une fois encore. Et vous verrez que la façon de faire est amplement une fin qui justifie les moyens. Alors, comme j'ai deux fois le chiffre 3, je vais donc copier, puis coller, pour avoir un nouveau carré, pour occulter mon second chiffre 8. Voici. Honnêtement, pour la dimension des caractères, je le dis à nouveau, c'est amplement suffisant. Donc maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien je vais aller dans Objet, ou plutôt Chemin, vectoriser un objet matriciel, je vais sélectionner mon texte, et là je n'ai rien. C'est bizarre. Si je fais valider, j'ai rien du tout. Alors que faire? J'ai donc un problème à régler. Eh bien la solution est assez simple. Je vais en fait l'exporter en PNG. Ici je vais donc lui donner le nom de la valeur. Je vais mettre un petit trait d'union. Et je vais valider l'exportation. Voilà. Donc le fichier est dans mon home. Maintenant, je vais aller ouvrir un document depuis mon home. Et je vais donc reprendre mon 3643. Je vais l'ouvrir. Je valide, dans la mesure où je ne connais pas, ça ira tel que c'est. Voici. Ça, maintenant, je n'en ai plus besoin. Je peux le fermer, sans enregistrer non plus. Je l'ai déjà ici. J'ouvre. En maintenant la touche contrôle avec la molette de ma souris, je vais zoomer. Je peux aussi le faire normalement. Non, ça ne marche pas. Je pensais que ça le pouvait, mais non. Ça ne marche pas avec la touche plus. Ah bah ça marche juste avec la touche plus toute seule en fait. Ceci explique cela. Donc maintenant, on va déplacer l'ascenseur. Voilà. Donc, pour pouvoir extruder en 3D cette image, c'est là que je vais faire chemin, vectoriser un objet matriciel. Je sélectionne mon objet. Et là, vous voyez que j'ai bien mes lettrages. Je valide. Je referme cette fenêtre détachée. Et si je déplace, j'ai les lettrages
sans avoir le cadre. Ce qui fait que ça, par exemple, du coup, je peux le supprimer. À ce moment-là, il me reste à faire une dernière étape, à savoir enregistrer sous, supprimer l'extension PNG, garder l'extension de SVG simple. Alors, pour ceux qui se demandent, SVG, c'est Scalable Vector Graphics, c'est-à-dire graphique vectoriel rééchelonnable, donc redimensionnable, si vous préférez. Donc je l'enregistre, en lui laissant le temps d'agir, ce qui semble nécessaire. Voilà, il ne l'avait pas fait en fait. Maintenant, je rabaisse ceci, je rabaisse cela, et je vais dans FreeCAD pour l'ouvrir. Et ça me donne ça. Donc ça, en fait, je l'ai fait à partir d'une précédente prise que j'ai ratée, donc ce qui me permet de gagner un petit peu de temps. Mais c'est pas grave, parce que j'ai fait que la moitié du travail, donc je peux faire l'autre moitié pour vous montrer comment j'ai fait pour la suite. Donc le 3, là, par exemple, je peux le sélectionner comme ça, appuyer sur cette touche ici, extrusion d'une esquisse sélectionnée, choisir orientation personnalisée, parce que si vous mettez le long de la normale, il y a une chance que ça marche, mais il y a aussi une chance qu'ils vous disent c'est quoi ta normale en fait. Donc par sécurité, je vous suggère plutôt orientation personnalisée, sinon vous pouvez avoir des surprises en fait. On va quand même faire l'essai, parce qu'on est là pour expérimenter. Voilà, il vous dit hein, impossible de déterminer le vecteur normal de la forme à extruder. Donc il est bien là. Comment ça la normale? Il n'y a pas de normale ici. C'est ce qui vous dit en fait dans cette fenêtre d'erreur. Donc, orientation personnalisée, axe Z. Et là, on a le travail qu'on voulait. Donc, il nous reste maintenant le 4 avec son ouverture intérieure. Donc, on peut les extruder tous les deux. Ça, il n'y a pas de souci. La sélection que je fais ici vaut également ici. C'est-à-dire que si je les sélectionne ici, que je prends juste l'un ou l'autre, ça va me faire exactement le même travail. Donc, orientation personnalisée, on n'oublie pas. On valide. Et là, si on ne sait pas lequel on doit soustraire de l'autre, parce que les deux sont soustraits apparemment, enfin sont disposés au même endroit, les surfaces sont coïncidantes parce qu'à la même hauteur, logique. Vous sélectionnez la forme, aussi bien sur le dessin que dans l'arborescence, et vous appuyez simplement sur la barre espace. Et là on voit que c'est extrude 04 qu'on doit garder, et soustraire extrude 005. Voici. Et là si je me remets en vue de face, donc avec la vue numéro 2, j'ai bien ouvert mon 4. Voilà pour la résolution du premier problème. Parce que le second est un poil plus épineux. Vous allez voir en quoi, juste après cette transition. Alors, au passage, on va y revenir en vitesse. Ces lettrages, je vais les mettre du coup à disposition sur ma page culte, de sorte que si vous aussi souhaitez reproduire des Actros MP1, des SKN ou des Etros, ayez accès à des lettrages fidèles. Donc, je vous les mettrai probablement autant dans des formats comme ça de références préexistantes que numérotés de 0 à 9, histoire que vous puissiez les redisposer vous-même. Si vous vous servez de FreeCAD pour faire ça, je peux vous laisser les fichiers au format vectoriel, au format FreeCAD, mais aussi au format STL. Et si vous voulez faire un format STL, à ce moment-là, pas de souci, vous ouvrez un nouveau document, vous allez dans vos fichiers, vous faites... non, il ne faut pas faire de S. Si, on peut faire ça. Excusez-moi, je révise un petit peu en même temps, hein. C'est toujours important. Vous allez donc chercher
autre pièce en STL. Si je la retrouve, je vais en avoir là-dedans normalement. Le problème c'est que j'ai tellement de bazar que du coup ça prend un temps impossible. Voici. Donc, par exemple je prends celui-ci. Voilà. Je me mets en vue en perspective. Et je fais créer la forme à partir d'un maillage. Parce qu'en fait le STL fait un maillage. Parce que STL c'est Standard Trigonometry Languages. Donc littéralement traduit ça donnerait langage de trigonométrie standard. Donc là c'est la tolérance, c'est-à-dire l'écart qui se permet entre les formes, parce que du coup les triangles qui composent ces formes ont une taille relativement fixe. Donc pour être le plus fidèle possible, comme il ne peut pas être exactement fidèle, il demande une tolérance de déformation. Donc lui il appelle ça tolérance de couture, mais c'est parce que ça va du coup légèrement déformer. Donc je valide. Et là seulement, donc je vais masquer ça. Et seulement à partir de ce moment-là, je vais pouvoir donc non seulement déplacer la forme, mais je vais pouvoir aussi, par exemple, si j'ai envie, là, je vais déplacer le cube directement dedans. Hop. On va se mettre sur le bord, ça sera plus visible. Là, voilà, imaginons, j'ai envie de couper un morceau du coin. Pareil, je retiens ce que je garde, ce que je coupe. Et là, vous voyez que ça agit. Je vous indique ça car si vous vous contentez juste de ça et non de ça, que vous réimportez exactement le même objet, en fait, hop, on va aller le chercher dans la découpe. On va le copier, le coller, voilà. Hop, je le fais apparaître. Là, si je prends ça et que je veux faire la découpe, et ben je peux pas parce que pour lui c'est abstrait, c'est pas un volume, c'est pas de la matière en fait. C'est une projection, mais ce n'est pas une matière en l'état. Donc il ne peut pas faire la soustraction, il peut tout juste faire l'union. Et encore, voilà, il me demande de sélectionner une forme et non pas un maillage. Donc soyez attentifs, une fois encore et toujours. On ne le dira jamais assez sur cette chaîne, le diable est dans les détails. Voilà qui fait donc un problème bonus de résolu. Passons donc au second problème, qui est donc encore plus épineux que ça. On se retrouve juste après la transition. A tout de suite. Avant d'aborder le second problème que j'ai résolu, il y a une petite parenthèse, un petit complément que je dois faire au précédent problème. Parce que j'ai parlé des lettrages des Mercedes-Benz Actros MP1, mais j'ai autre chose. Quelque chose qui est très précieux pour tout bon modéliste qui se respecte. Et je pense que je vais avoir beaucoup de demandes pour ça. Oui! J'ai le sigle officiel extrait d'un document Mercedes-Benz officiel. C'est pas une vague reproduction avec une recherche de caractère, machin, tout ça. Non, c'est le lettrage officiellement dessiné par Mercedes-Benz. Comment je l'ai eu? Non, la réponse pour ce coup-ci n'a pas été Internet. C'est mon père. Parce qu'en fait, à une époque, il était dessinateur-projeteur pour une entreprise qui s'appelait R.L. Idris. J'ignore si elle existe encore ou si elle a disparu depuis. Je sais que le site avenue de Stalingrad à Dijon, en tout cas, il est Staline dégradé, on peut le dire. Voilà, ça c'était facile. Et qu'en tout cas, il n'en sort plus aucun appareil de cet endroit. Mais du temps où ce site était actif, mon père y travaillait en tant que dessinateur-projeteur. Ce qui signifie qu'il concevait les pièces, ce que nous faisons ici. Ce qui signifie qu'il avait besoin d'avoir les données constructeurs, dont celles de Mercedes-Benz. Alors, j'ai Actros, mais j'aurais pu faire aussi Atego.
Normalement, il me semble que je dois avoir des Attego en stock. Je vérifierai, mais techniquement, tant que je ne mets pas en vente, mais juste à libre disposition ce sigle, je ne devrais pas avoir de problème pour le diffuser sur Cult. Je parle moins de Thingiverse parce que j'arrive pas à avoir l'audience des fichiers. J'ai eu beau faire deux alias, c'est-à-dire un plus Cult pour Cult et un plus Thingiverse pour Thingiverse, j'ai aucune réponse de la part des deux. Donc, je le diffuserai peut-être dessus, mais vu la voie que ça prend, ça m'amène plus à délaisser qu'à inciter à utiliser Thingiverse. Voilà pour cette courte parenthèse, nous allons pouvoir revenir sur notre second problème. Ça en fera partie, vous allez voir. Alors quel est-il ce second problème? C'est le suivant. Vous voyez que sur le tambour de cette bétonnière Liber, il y a le lettrage Liber. Mais ce n'est pas un lettrage droit, c'est un lettrage qui est déformé, car suivant le contour géométrique de la cube. Et ça ne va pas en s'arrangeant parce qu'il y a plusieurs modèles, comme cette HTM 602 qui a été restaurée par Liber même à Bad Schützenried en Allemagne. Bad Schützenried, qui est donc le site historique pour toute l'activité béton. C'est donc là-bas que sont produites non seulement les bétonnières de camions, mais aussi les tapis à béton, les centrales à béton, horizontales et verticales, les malaxeurs, les systèmes de pesée, et depuis l'absorption de Weitzinger, qui a eu lieu il y a quelques années de ça, je ne serais pas surpris de découvrir qu'ils y carrossent également les malaxeurs pompes et les pompes à béton. Voire qu'ils aient ramené les outils sur le même site. Et paradoxalement, sauf erreur, malgré cette absorption de Weitzinger, pendant quelques années, Liber a continué à fournir Putzmeister pour les PMI du coup. Mais depuis que Putzmeister, autant pour moi, a en l'occurrence à son tour absorbé Intermix, c'est eux désormais qui produisent leur propre bétonnière pour leur propre camion. Donc quand vous croisez une bétonnière Putzmeister, en fait c'est une bétonnière Intermix. Et la boucle est bouclée. Bon, cessons de tourner en rond autour de ces objets cylindriques et tronconiques, et demandons-nous comment pouvons résoudre ce problème. Comment pallier à ce défaut de déformation qui pourtant garde un espacement proportionnel. Mais croyez-le ou non, j'ai réfléchi pendant au moins une semaine à ce problème, chaque fois que j'en avais le temps, bien entendu, avant de finalement pouvoir trouver une solution satisfaisante. Cette solution est ici. Mais si je vous montre ça en l'état, comme ça, hein, malgré la réorientation, ça vous dira rien. Alors, notez les dimensions, 104,5 et 773 mm. Celles-ci vont vous être utiles. En quoi? Eh bien voici en quoi. Donc 773 mm, c'est la longueur de notre grand logo Liber. Alors, je dis grand, je pouvais le faire 2 fois plus grand, 8 fois plus grand. C'est avec Inkscape, c'est du vectoriel, c'est facile à faire. Et 104,5, donc c'est la hauteur que nous retrouverons sur notre schéma. Donc ça c'est notre grand logo, parce que nous avons un petit logo qui est issu du même fichier vectoriel, mais comme vous le voyez, il est 2 fois et demi plus court. Enfin, 2 fois plus court en tout cas. Et environ 2 fois et demi moins haut. Alors comment faire pour toujours garder cet espacement, hein, se sortir de ce problème? Eh bien la solution fut relativement simple. Simple mais efficace. Surtout que je vais avoir un second problème à résoudre. Parce que là, j'ignore si vous pouvez le voir, mais c'est exactement le même vectoriel qui rejoint les deux R. Or, si nous regardons les visuels, les R sont séparés, ils ne sont pas joints. Donc il faudra également que je résolve ce petit problème.
Là c'est pareil, si on regarde, il n'y a pas de jonction, pratiquement pas. On le voit mieux ici quand même. Est-ce que du coup ça commence à vous donner un indice sur ce que j'envisage de faire? Si oui, bravo, vous êtes perspicace, sinon aucune inquiétude, je vais vous expliquer. Voyez-vous, l'un des outils formidablement pratiques de FreeCAD, c'est de permettre, à partir d'une forme donnée, donc là en l'occurrence vous voyez qu'il appelle ça des chemins, paths, ça permet d'en mettre deux, et à partir de ces deux chemins, on va pouvoir mettre en forme extrudée. Donc là par exemple, si je modifie celui-ci, que je l'amène ici par exemple, que je vais dans l'utilitaire avancé création de forme, que je prends ça, je prends une arête ici, un sommet ici, un sommet là, voici, hop, que maintenant je fais une surface réglée, peut-être il faudrait que j'en mette plus, voilà, donc hop, prendre ceci, prendre cela, créer, je ferme, je n'oublie pas de sélectionner mes deux arêtes, surface réglée, et boum. Et je peux en faire autant de l'autre côté. Est-ce que vous commencez à voir un peu l'idée? Alors oui, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mes deux logos de telle sorte que quand j'aurai tous les passages, tous les chemins de chaque lettre, quand je vais me mettre en perspective, ceux-ci vont apparaître avec cette forme de pyramide, enfin plutôt l'inverse, et vont me permettre du coup de tailler en biais droit, à nouveau en biais, tout en gardant la proportion d'espacement entre chaque caractère. Brillant, mais il fallait y penser. Alors, je m'arrête ici car il était question dans cette vidéo de répondre à cette interrogation, à savoir qu'est-ce qui fait que, selon moi, je suis un bon technicien. La conclusion, juste après cette courte transition. A tout de suite. Alors, répondons finalement à cette question. Qu'est-ce qui fait que selon moi, je suis un bon technicien? C'est le fait que lorsque je vais être confronté à un problème, quelle que soit sa difficulté, je les prends tous, je vous explique pourquoi. Les problèmes compliqués parce que c'est des défis intéressants, et les problèmes simples parce que ça me permet de répondre, de réfléchir en arrière-plan aux défis intéressants. Donc tous les problèmes m'intéressent, simples comme compliqués, parce que tous me stimulent ou me permettent de garder ma stimulation, et en tout cas des ressources à la réflexion de la résolution des problèmes. Donc, je peux avoir n'importe quel problème, n'importe quel travail, n'importe quelle heure, je vais y répondre avec joie, avec plaisir, parce que ça me fait travailler, parce que ça me fait marcher, ça me fait réfléchir, ça m'amène à mobiliser mes connaissances. Et lorsque j'ai un défaut de connaissances, je n'hésite pas à appeler de l'aide extérieure, à dire, alors là il y a un truc, ça me paraît curieux, ça a l'air de pouvoir marcher aussi bien comme ça, que comme ci, que comme cela. J'hésite pas à argumenter, à dire qu'est-ce qui m'amène à y trouver une ambiguïté. Je prends aussi le temps, éventuellement, de vulgariser, de simplifier le problème auquel je fais face, tout en détaillant parfois. Alors, c'est là que je vous demanderai d'avoir l'indulgence de ne pas me trouver condescendant lorsque je fais ça. C'est juste que je n'ai aucune idée de votre niveau, parce que vous ne me l'avez pas communiqué, vous êtes peut-être bac plus 5, comme vous êtes tout juste bac, peut-être comme moi. Je n'en ai aucune idée, je ne cherche pas à le savoir. Mon idée, à travers cette chaîne,
c'est de partager des connaissances, quel que soit les niveaux des personnes qui suivent ce que je partage ici, ce que je vous transmets, ce que je prends le temps de vous mettre en forme, de vous diffuser, de vous informer que je l'ai diffusé. C'est pour faire en sorte que vous soyez un minimum autonome sur l'outil, quel que soit votre niveau de qualification. Parce que vous pouvez avoir du talent, voire du génie, en ayant été un cancre toute votre scolarité. Croyez-moi, j'ai fait 3 troisièmes, une en une semaine, une en un trimestre, une en une année complète. J'ai raté à 2 reprises le diplôme, le brevet des collèges du coup. Et pourtant, je suis loin d'être un imbécile. Quoi qu'il en soit, il est temps pour moi de refermer cette parenthèse, de vous rappeler que, si je ne l'ai pas déjà dit, il est possible que je sois bientôt formateur FreeCAD. Plus d'informations quand j'en aurai moi-même plus. D'ici là, continuez d'explorer à fond votre logiciel, portez-vous bien, et à la prochaine. Un petit dernier mot avant de vous quitter. Je vous parlais du fait qu'il était possible que je devienne formateur FreeCAD. Comment ça se passe? Alors c'est un projet que j'ai lancé il y a un petit mois de ça. Prochainement, il devrait y avoir une petite session d'essai de 20 minutes, pendant laquelle, si j'arrive à convaincre 5 personnes au moins, la formation sera lancée. Attention, c'est une formation qui sera payante, car je serai salarié. Il faut bien que l'argent vienne de quelque part. Donc, dès que j'aurai des nouvelles, vous serez les premiers informés via cette chaîne. Je m'excuse si j'ai pu paraître un peu rapide dans ma diction à la fin de la vidéo, mais j'ai choisi un moment assez incommodant pour faire ça, c'est-à-dire qu'il fallait que je prenne un bus. Donc j'ai voulu faire vite. Il est possible que j'ai pu parler un peu trop rapidement. Alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai de faire le nécessaire pour ralentir le débit de parole. Je vous remercie pour votre attention. Merci de vous être abonné, de continuer à inciter les autres à s'abonner également à cette chaîne. Et d'ici là, on se dit à bientôt.